commencer par vous présenter donc, les différents intervenants. Donc, nous avons en visio Christelle Lement, donc on va réouvrir la visio, qui malheureusement a dû, pour des raisons de santé, rejoindre sa maman là, sur Clermont-Ferrand. Donc, elle a bien voulu accepter d'être présente à distance. Donc Pierre Giorgini, donc ancien président de l'Université catholique de Lille, recteur de cette université, chercheur associé au laboratoire éthique de la Catho de Lille, et il est docteur honoris causa de Hop Université. Donc ces publications que vous pouvez voir aussi dans la librairie qui est à votre disposition ici, porte là sur des questions de rupture civilisationnelle, sociétale et organisationnelle, sur la dimension également entreprise. Donc Jean-Jacques Pérenès à ma droite, donc, qui est un religieux dominicain, qui est économiste de formation, qui a vécu, je suis bien compris, 35 ans dans le monde arabe, où il a été successivement enseignant à l'université d'Alger, directeur de l'Institut dominicain d'études orientales du Caire, et enfin à l'école biblique et archéologique française de Jérusalem. Donc ces thèmes favoris portent sur le dialogue interreligieux et la situation des chrétiens d'Orient. Vous avez là aussi de nombreux ouvrages sur ces thématiques. Christelle Lement est en visio, cela fonctionne. Donc Christelle Lement, donc il y aura dans le prochain courrier de la CI un article un peu plus approfondi pour présenter son association, donc, qui est infirmière depuis 1992. Et elle est là présente en tant que directrice adjointe de l'ONG Soignons Humains, avec ce petit jeu de mots sur repenser avec le A de penser, donc repenser la santé par l'humain, et qui travaille et suit surtout une expérimentation nationale pour changer les modes d'organisation et de rémunération des infirmières libérales en France. Voilà pour les... et donc, en appui, je le remercie au cas où on ait quelques difficultés en visio, et puis aussi pour la partie un peu organisationnelle du travail des infirmières libéraux. Donc, monsieur, je cherche votre nom, Lement, c'est ça? Non, Lunès, pardon, qui est aussi chargé de mission dans l'association où est donc... madame, j'espère que vous nous entendez bien. Je vous entends très bien. Formidable. Merci d'être parmi nous. Donc nous sommes là sur cette deuxième table ronde. Donc la première était plutôt hier sur les enjeux d'éducation par rapport aux enjeux de société. Là, on est sur une seconde approche qui va porter là plutôt sur des questions d'identité et d'identité ouverte. Donc sur le thème de comment nous sommes confrontés aujourd'hui à un monde qui change, et qui percute quelquefois nos valeurs, nos cultures et nos croyances. Et nous avons fait l'hypothèse dans le titre même de ce table ronde optimiste, ou en tout cas positive, que valeurs et convictions sont des atouts face à l'accélération du monde. Et donc pour accueillir ces transformations du monde, sans renier nos fondamentaux, ça suppose pour nous d'apprendre à regarder, à s'ouvrir à d'autres cultures, à d'autres imaginaires, d'autres esthétiques, d'autres spiritualités, d'autres perceptions du monde. Donc pour organiser là, cette table ronde, ce que l'on vous propose, c'est deux grandes séquences. Une première séquence, je laisserai comme à la précédente table ronde à peu près 10 minutes de parole sur chaque intervenant. Et sur la deuxième séquence, on sera plutôt sur une sorte de dialogue pour pas qu'on soit là dans une approche un peu en tubulaire, et que chacun puisse dialoguer sur des thématiques. Et on laissera quelques questions dans la salle, sachant qu'on est pris aussi par le temps, donc peut-être 5 minutes de questions éventuelles. Donc sur les interventions, donc sur cette première séquence, donc je vous propose là
une intervention sur l'interculturalité et pluralisme religieux, risque de radicalisation et ressources, là, dans cette notion un peu d'atout. Donc je laisserai la parole à Père Pérenès. Le deuxième point se portera sur l'évolution des métiers, mobiliser nos valeurs et nos cultures au service de nos projets. Et donc là, on laissera la parole sur l'ONG que je vous ai présentée. Et la troisième intervention sur cette séquence portera plus particulièrement sur l'appropriation des nouvelles technologies, pas simplement l'IA qui a été présentée dans ses usages hier, mais également la robotique et un peu les risques et les opportunités face aux métamorphoses de ce monde. Donc je vais laisser la parole, là, puisque nous sommes déjà un petit peu en retard, à Père Pérenès sur donc, la question de l'interculturalité et le pluralisme religieux. Merci. Merci à vous. On se disait tout à l'heure en s'intervenant que ça allait être le grand écart, cette table ronde, donc ne soyez pas trop traumatisés. Je vous le préviens d'avant. Je vous dis aussi qu'à 10h45, je partirai, quoi qu'il arrive, parce que j'ai un métier qui fait que le dimanche, on est un peu occupé. Vous m'avez compris. Voilà. Donc, la mise en présence des cultures et des religions, il faut peut-être d'abord prendre conscience que pendant des siècles, ce ne fut pas le cas. Les grandes cultures mondiales ont vécu dans une relative, même parfois grande autarcie. Il faut se souvenir que l'Europe n'a découvert vraiment la culture chinoise que lorsque Marco Polo a écrit son Devisement du monde, fin du XIIIe siècle. La Chine, d'ailleurs, le rendait bien à l'Europe, se définissant comme l'empire du milieu, c'est-à-dire d'un monde qui n'a pas besoin des autres. 1271, Montesquieu écrit les lettres persanes et s'écrit « Comment peut-on être persan ?» Comme si la culture de l'Iran d'aujourd'hui n'était pas une immense culture qui eût mérité qu'on la connaisse. Ce n'est qu'à la fin du XVe siècle que Christophe Colomb découvre les Amériques. Henri le Navigateur et les navires portugais découvrent les côtes de l'Afrique. Bref, donc on a vécu pendant très très longtemps, des siècles et des siècles, dans une ignorance globale de l'autre. Il a fallu attendre la fin du XIXe pour que Livingstone et Stanley se retrouvent à l'intérieur de l'Afrique, fassent la jonction et donc connaissent l'intérieur et pas simplement les côtes de cet immense continent. Ignorance de l'autre. Et pourtant, il y avait déjà des petits contacts. Moi qui ai passé ma vie dans le monde arabe, j'ai toujours été fasciné par ce qui s'est passé à Bagdad au 9e, 10e siècle, Beit el-Hikma, la maison de la sagesse, où des chrétiens, d'ailleurs surtout nestoriens, ont traduit la pensée grecque et l'ont rendue accessible à l'Occident. Et si Albert le Grand et Thomas d'Aquin, un dominicain doit toujours citer Thomas d'Aquin, ont pu faire leur travail, c'est en grande partie parce qu'ils ont eu accès à une pensée que l'Occident ne connaissait pas. Et que c'est donc par les Arabes et par l'Orient qu'on l'a connu. Ibn Battuta, grand explorateur arabe au XIVe siècle, plus proche de nous, Rifat et Tantaroui, un Égyptien qui découvre Paris au XIXe siècle, au moment où le monde musulman en Égypte surtout se lance dans une sorte de renaissance culturelle, ce qu'on a appelé la Narda, et il revient en écrivant un livre, L'or de Paris. Bref, tout ça pour vous dire que ignorance et en même temps, voilà, des contacts. C'est toujours intéressant de revenir à Braudel, Fernand Braudel, cet immense auteur qui nous a aidé à comprendre que la mondialisation a commencé bien avant notre époque, n'est-ce pas ? Lorsque, par exemple, on crée ou se met en place la Compagnie des Indes orientales, qui nécessite pour cela de grosses banques internationales, et dans des villes comme Anvers, et ce n'est pas par hasard que ça se passe là, on a à la fois le développement de l'essor maritime, des échanges, et aussi la création de grandes imprimeries. Là, si vous allez à Anvers, visitez le musée Plantin-Moretus, qui est fascinant, et on voit donc cette famille d'Anvers qui, au XVIIIe siècle, commence à publier des bibles polyglottes, par exemple. On a besoin de la langue de l'autre, des bibles en 5 ou 6 langues, les éphémérides maritimes, des almanachs, etc. Bref, tout ça pour vous dire que pendant très longtemps, on s'est ignoré, on ne s'est pas vraiment connu, mais il y a eu des petits contacts. Deuxième point, durant les 70 dernières années, en gros, on a eu des changements considérables dans notre univers, dans notre monde. Les voyages, on prend l'avion maintenant pour aller à Jakarta sans problème. Peut-être le plus spectaculaire, c'est le changement dans le domaine de l'information.
Le téléphone d'abord, puis Internet, évidemment. Explosion des réseaux sociaux. Si vous avez des enfants, vous savez que ça devient même un vrai sujet d'éducation. Financiarisation de l'économie. Michel Albert, commissaire au plan, avait écrit il y a 30 ou 40 ans un livre important intitulé « Capitalisme contre capitalisme », où il montrait que le capitalisme genre Wall Street l'emportait de plus en plus sur le capitalisme marchand, j'allais dire, la banque qui finance l'économie, qui finance l'activité réelle. Et donc on a une déconnexion entre le financier et l'économique, et qui est rendu possible justement parce que voilà, l'information circule à une vitesse absolument incroyable. Donc on a des échanges étonnants à l'échelle mondiale. Vous avez tous suivi jour après jour ou presque ce qui se passe à Gaza. J'étais avant-hier à Genève pour visiter une famille amie réfugiée de Gaza. La fille aînée est en train de passer ses examens à l'université islamique de Gaza aux heures où il y a l'électricité. C'est vous dire, si vous voulez, que voilà, dans ce chaos total, apocalyptique, en même temps, voilà, cette réalité permet des choses. Donc, nous avons eu d'une certaine manière, je dirais, une mise en présence de tous nos univers, et que cela a eu beaucoup de résultats positifs. Il faut quand même rappeler que, en gros, depuis la fin de la guerre froide, le monde s'est rapproché dans une dynamique plutôt de concertation. Je rappelle quelques dates. 1944, les accords de Bretton Woods, qui gèsent les bases du système financier international. 1945, création de l'ONU. 1949, création de l'OTAN. On a le diplomatique, on a le militaire. 1957, traité de Rome et développement de l'Union européenne. Mais il y a aussi l'Organisation de l'Unité africaine, le Mercosur pour l'Amérique latine, les pays de l'ASEAN pour l'Asie du Sud-Est, Erasmus. Probablement, vous avez eu des enfants qui sont allés faire leur année de césure à Glasgow, à Madrid ou je ne sais pas où. Voyez, donc, il y a véritablement eu une dynamique très positive et très de concertation. Troisième point, cette dynamique semble s'être inversée depuis quelques décennies. En 1967, Marshall McLuhan nous annonçait un village global, une sorte de rapprochement du monde, où il y aurait une sorte de cohésion, etc. Quelques années plus tard, Benjamin Barber écrivait « Jihad versus Macworld ». Autrement dit, le nationalisme et le repli sur soi sont de retour, la politique de Trump en étant l'expression contemporaine la plus extrême. Nous assistons donc aujourd'hui à un retour agressif des identités particulières que Amin Maalouf, l'écrivain franco-libanais, appelle fort heureusement les identités meurtrières, n'est-ce pas? Lui qui pourtant est l'exemple même de la réussite de la rencontre de deux cultures, quand ça marche bien. Et donc, alors que les modes de vie et de consommation semblent s'uniformiser, le monde entier achète des jeans, boit du Coca-Cola, mange chez McDo et écoute de la musique rock. Paradoxalement, les valeurs et les convictions religieuses sont en train de devenir souvent des refuges identitaires. Lorsque cela se produit, prévaut une dynamique d'affrontement et qui prend la place de la concertation et du désir de rencontre. Si vous étudiez un peu la sociologie du catholicisme en France, vous aurez probablement lu des articles ou des ouvrages de Yann Raison du Clesiou qui parlent de ces catholiques observants tenter de s'engager dans une contre-révolution catholique pour conjurer l'effondrement sociologique de la pratique religieuse chez les chrétiens, phénomène que Daniel Hervieux-Léger avait appelé l'exculturation du christianisme. Le christianisme ne fait plus partie de la culture dominante dans les sociétés occidentales. Vous voyez par exemple ce que devient le pèlerinage de Chartres. Ça devient une manif pas très accueillante à d'autres sensibilités religieuses. Mais on a la même chose chez les musulmans, où une pratique ostentatoire et assez bigote chez les jeunes, on voit ça dans nos banlieues ici et dans le Nord, a souvent pris le pas sur la religion traditionnelle des parents, qui était beaucoup plus détendue et ouverte. Et donc mon sentiment est que la mise en présence des cultures et des religions semble aujourd'hui conduire à des postures de crispation, de rejet de l'autre ou à du prosélytisme agressif. Et il n'y a pas que les musulmans qui ont le prosélytisme agressif. Pour exister dans un monde globalisé, il faut certes avoir des repères, des valeurs, mais tout dépend de la manière dont on les utilise.
Dernier point, mon expérience personnelle m'a conduit à une conviction. Je pense que le choix de vivre ensemble n'est pas une option aujourd'hui et que nous y serons de toute façon conduits. On a évoqué à grands traits mon parcours, 35 ans, d'Alger au Caire, à Jérusalem, à Bagdad aussi. J'ai travaillé dans un institut d'études orientales qui a pour but d'essayer justement de faire se rencontrer chrétiens et musulmans, non pas au plan religieux, parce qu'à ce niveau-là, c'est très compliqué, mais au plan de la culture. Quand vous travaillez ensemble à Averroès, à Vicenne, l'histoire des sciences arabes, il n'y a pas de raison de se fâcher. Et à ce moment-là, naît l'amitié. Et quand il y a de l'amitié, on peut commencer à aborder les questions qui fâchent. Mais il faut d'abord passer des années, des décennies. Le père Anawati, fondateur de notre institut, disait « il nous faut une patience géologique ». Bon. J'aime dire que j'ai eu la chance d'être minoritaire. Parce que quand on est minoritaire, on n'est pas arrogant. On est à l'écoute. Et du coup, on apprend. J'ai découvert que l'expérience de la rencontre des religions peut être une richesse, une expérience heureuse. Je sais que c'est plus facile au Caire qu'à Roubaix, hein, parce qu'évidemment, selon les milieux où l'on est, etc., voilà. Mais il est pourtant clair à mes yeux que le choix du vivre ensemble, avec des règles, certes, ce que les Canadiens appellent gentiment les accommodements raisonnables, mais le choix délibéré de vivre ensemble est une exigence absolue pour la paix mondiale. J'ai beaucoup apprécié la déclaration d'Abu Dhabi qui avait été signée en février 2019 par le pape François et le grand imam d'El-Azhar, Ahmed El-Tayeb, écrite ensemble, hein, deux mains, et dans laquelle ils disent, au fond, nous n'avons pas le choix. Il faut que si nous n'unissons pas nos valeurs et nos efforts, la paix mondiale ne sera pas assurée. Et donc, à mes yeux, la seule alternative à la violence, c'est le dialogue. Dialogue des cultures. Je préfère dire rencontre des religions plutôt que dialogue, parce que dialogue, on est déjà dans les mots, et là, on se comprend mal assez vite. En revanche, la rencontre, oui. La rencontre par l'amitié, la rencontre par la vie, la rencontre par les choses, tout ça est très intéressant. Et collaboration pour une paix durable. Dans un mois, je serai sur un bateau, le Bel Espoir. Le bateau que le père Jaouen, jésuite breton comme moi, avait réhabilité jadis pour récupérer d'anciens drogués, d'anciens alcooliques, etc. Et j'y serai embarqué par Jean-Marc Aveline et le diocèse de Marseille, qui a lancé toute cette année une odyssée qui s'appelle Mètre 25. Mètre 25, c'est l'idée de faire le tour de la Méditerranée à 200 jeunes, des 5 rives de la Méditerranée, chrétiens, musulmans. Au début, on espérait avoir des juifs, mais aujourd'hui, vu la situation politique, si les Israéliens viennent, les musulmans ne viennent plus. Et donc, c'est en cours, c'est une très belle expérience de mélanger des jeunes autour de grandes questions. La première étape était Barcelone-Tétouan, dialogue des cultures. La deuxième étape était Palerme-Bizerte, éducation et développement. La troisième étape a été Malte, Chypre, la Crète, pardon, femmes en Méditerranée. Je serai sur l'étape 6, Tirana, Trieste, les défis migratoires. Mais je trouve que là, si vous voulez, on va être en présence. Je vais vivre avec des jeunes. Je serai le papy du bord. Je vis avec des jeunes chrétiens, musulmans, de toutes les rives de la Méditerranée. Et on va pouvoir s'écouter, hein, entrant dans des histoires dramatiques qui conduisent, par exemple, à cette horrible situation où vous vous souvenez, ce petit gamin kurde, Aylan Kurdi, mort au bord d'une plage, etc. Bon, entendre l'histoire de l'autre, entrer dans la complexité des questions et avoir un cœur ouvert pour trouver un chemin ensemble. Je vous remercie. Merci Père. Donc je pense qu'on peut retenir des grands mots-clés autour de la rencontre avant même les mots. Et pour ceci, il faut avoir de la patience et que être minoritaire peut être aussi un vrai atout pour rencontrer l'autre. Mais il faut avoir une patience, que vous avez dit, géologique. À propos de patience, on va passer la parole sur notre deuxième intervenante. J'espère qu'elle nous entend. Donc plutôt là sur l'évolution des métiers. Donc là, on est plutôt sur les métiers d'infirmière et libérale. Donc on fait un grand écart.
sur comment on mobilise aujourd'hui nos valeurs et nos cultures dans un monde hyper libéralisé pour être au service du projet qui est là, le soin de l'autre. Est-ce que tu m'entends, Christelle? À vous la parole. À vous la parole, vous avez 10 minutes. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, moi je suis Christelle Lemont, je suis directrice générale de l'association Soignons Humains, qui a pour raison d'être de repenser avec un A, comme l'a dit Jean-Robert, la santé par l'humain en clin d'œil aux soignants. J'ai pris quelques notes en vous écoutant et en fait, moi c'est vrai que j'ai plus tendance à intervenir auprès des professionnels de santé. Je suis moi-même infirmière de formation dans ma carrière depuis un peu plus de 33 ans. Là, j'ai fait du privé, du public et surtout ce qui m'a amenée à être ici aujourd'hui, j'ai été infirmière libérale à domicile dans une petite ville de la métropole lilloise pendant plus de 22 ans, dans la vision du soin que j'avais moi, dans les valeurs professionnelles qui m'animaient profondément, celle de prendre l'être humain en soin dans toutes ses dimensions, et Dieu sait qu'à domicile il y en a. Et moi, je ne me voyais pas arriver chez un patient, et ce que je dis là, je ne juge personne, chacun doit pouvoir faire son métier comme il a envie de le faire. Mais moi, je ne me voyais pas arriver chez un patient et faire un soin et partir aussi vite. Parce que pour moi, le soin, c'est de l'intérêt à l'être humain, c'est apporter quelque chose, et c'est surtout aussi faire de la prévention, de l'éducation. Dans ma vision du soin, j'avais envie de faire ce que j'aime appeler encore aujourd'hui du soin durable. C'est-à-dire que mon intervention en tant qu'être humain et soignante, j'avais envie qu'il puisse avoir un impact dans le temps, pour que moi je sois heureuse dans mon activité professionnelle, que le patient soit satisfait de la qualité des soins et de l'accompagnement humain, et que tout ça, ça puisse produire le moins de, je dirais, le plus d'économies ou le maximum de coûts évités pour le système de santé. Donc, je me suis retrouvée aussi dans votre discours au travers d'une forme de chaos. Je pense que vous tous, toutes et tous ici dans la salle n'êtes pas sans savoir que le système de santé va mal. Donc j'ose parler de chaos de notre système de santé. Il a explosé, c'est pas il va exploser, il a explosé déjà depuis quelque temps. Et je ne me voyais pas, moi, petite infirmière du Nord-Pas-de-Calais, du Nord même, rester dans mon coin et faire comme si rien n'existait. Donc je pense que j'ai osé faire le pari du pouvoir de transformer le système de santé, mais pour ça je ne pouvais pas être seule. Et donc je me retrouve beaucoup dans finalement, il y a une nécessité aujourd'hui à se rassembler, à faire ensemble, à co-construire. Moi seule pas capable, c'est un autre de mes collègues qui disait toujours ça, et c'est vrai. Et tout ça, évidemment, ce n'est pas possible si je ne suis pas alignée avec qui je suis en tant qu'être humain, les valeurs qui m'animent profondément et que je porte, et puis aussi toutes les croyances qui me permettent d'avancer et surtout de croire que c'est possible. Jamais j'aurais imaginé, c'est aussi dans ça que je me retrouve dans votre discours, et je me voyais là partir avec vous sur ce bateau en me disant, voilà, une infirmière du Nord, là, je ne me voyais pas à la cofondation d'une belle association comme celle des Soignons Humains, et de me retrouver encore moins aujourd'hui à la direction générale de ce projet que je porte avec mes collègues, et Stéphane qui est aussi présent ici, qui s'appelle Équilibre. Donc nous portons une expérimentation qui n'est plus une expérimentation aujourd'hui, puisque là on est sorti dans la phase d'innovation, qui s'appelle Équilibre et qui veut dire équipe d'infirmières libres, responsables et solidaires. Chaque mot est important, donc c'est cette proposition alternative de cadre d'exercice pour les infirmiers libéraux. On a pu la tester sur 3 régions en France, dans les Hauts-de-France, l'Île-de-France et l'Occitanie. Donc ça représente aujourd'hui à peu près 42 équipes, 42 cabinets, pour environ 220-240 infirmiers. On a quelques équipes de centres de soins infirmiers dans les Hauts-de-France, à qui on a eu envie de proposer l'opportunité de tester le modèle. Et en fait, pour faire vite, ce modèle repose sur 3 piliers. On n'a pas inventé, je dirais, la poudre à canon, on a juste repris le code de santé publique. J'ai fait aussi appel finalement avec mes collègues, puisque je pense que j'étais celle qui avait l'expérience du soin à domicile, sur mon expérience professionnelle qui a permis de dire que le premier pilier qui était important, c'est de prendre en soin les patients dans leur globalité, de manière holistique, dans toutes les dimensions du soin. Le deuxième pilier, c'est viser le plus possible l'autonomie restaurée ou maintenue du patient. Et moi, j'aime aussi parler d'autodétermination.
Et là, vous commencez à comprendre que quand je disais que je ne peux pas être seule, moi, dans le portage de ce projet, eh bien, pour les soignants, c'est exactement la même chose. Donc, c'est troisième pilier, réinitier le fait que les professionnels de santé, les infirmiers libéraux, puissent travailler en équipe. Et ça, c'est très nouveau pour le modèle libéral, puisque pour l'avoir vécu pendant de nombreuses années, c'est un modèle professionnel qui est très isolé. Donc, l'équipe, pour tout ce que ça permet, d'éviter l'épuisement professionnel. Aussi, ça permet de s'appuyer sur les pairs, ça permet de gagner en compétences entre pairs, ça permet de discuter sur le sujet des situations de certains patients, et encore plein de choses. Le moyen qu'on a choisi pour venir soutenir ces trois piliers, c'est de simplifier au maximum le système. La simplification est une valeur qui m'anime profondément et qui est très présente dans le projet, et toutes les réflexions que l'on peut avoir, et j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Jean-Robert, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se présente dans le projet ou une question qui arrive, la première question que je vais me poser, c'est est-ce que quand je fais ça, est-ce que quand je pense ça, je suis simple? Et donc, nous, on a choisi pour venir soutenir ces trois piliers-là, pour que les infirmiers puissent tester cette manière de travailler, c'est de simplifier au maximum les processus, ce qui redonne de la sécurité aux professionnels qui savent qu'ils vont pouvoir exercer l'entièreté de leur champ de compétences, le rôle propre surtout, puisqu'aujourd'hui, les infirmiers libéraux, pour juste petit rappel pour ceux ou celles qui ne savent pas exactement comment ça fonctionne, un infirmier libéral facture les soins à l'acte sur la base d'une nomenclature des actes de la sécurité sociale qui est ultra complexe. C'est plus de 100 actes avec des soins qui sont très rémunérateurs, d'autres très peu rémunérateurs, qui, je dirais que le système aujourd'hui induit, et il n'y a aucun jugement vraiment profondément derrière ce que je dis, mais aujourd'hui, les infirmiers, pour survivre, sont obligés de courir, faire beaucoup d'actes, parce que le système dans lequel on leur propose de travailler les induit, les invite à devoir courir et enchaîner les actes, et peut-être et ne reconnaît pas, puisque nous on a pu mesurer au travers d'une étude robuste, qualitative et quantitative, ne reconnaît que 30 à 40% de l'exercice du champ de rôle propre de l'infirmier. Et un infirmier qui n'exerce pas son rôle propre, c'est en partie, une grosse partie de ce qui mène à l'épuisement professionnel des infirmiers. On ne peut pas juste aligner des soins, faire des soins. Si on ne réfléchit pas, si on ne met pas un sens derrière ce qu'on fait, c'est ce qui conduit aujourd'hui à l'épuisement professionnel des infirmiers. Et donc, cette simplification de la facturation des soins, on sort complètement de la facturation des soins à l'acte, ce qui redonne de la sécurité à l'infirmier, de la reconnaissance. Ça permet aussi aux infirmiers de redevenir des infirmiers experts du soin auprès des patients, et plus des experts de la facturation et de la codification des actes, ce qui est très important. Donc c'est vraiment, moi j'aime bien dire, c'est libérer de la charge mentale des infirmiers au bénéfice des patients. Donc ils ne facturent plus les soins à l'acte, ils facturent les soins au temps passé face aux patients sur la base d'un tarif horaire. Ce qui change complètement la vision de l'infirmier qui, quand il arrive aujourd'hui, alors pour la plupart des infirmiers qui ont rejoint le dispositif sur la base du volontariat, ils l'ont tous fait parce qu'ils avaient déjà cette manière de fonctionner. Donc, équilibre, le projet, c'est finalement le bain, moi j'aime bien dire, qu'on a créé, qui permet à chaque infirmier d'exercer sa pleine puissance professionnelle. Pour tout ça, évidemment, on a des rapports, le rapport donne des résultats exceptionnels, au-delà même de nos espérances, en termes de qualité de vie au travail. On a des infirmiers qui avaient noté leur qualité de vie au travail avant d'entrer dans le projet à 5,8 sur 10. Aujourd'hui, la qualité de vie au travail est notée à plus de 9,3 sur 10. On a une note de qualité de soins et qualité d'accompagnement notée par les patients à plus de 9 sur 10. Et tout ça pour une dépense moindre de 25% pour le système. Ça veut dire qu'on a réussi aujourd'hui, depuis 6 ans, on mène ce projet, à démontrer que prendre le temps avec un être humain pour le soigner profondément, durablement, ça coûte 25% moins cher que de courir à l'acte. Tout ça, évidemment, si on rejoint un petit peu le sujet qui nous anime particulièrement ce matin, je reviens un petit peu sur le travail en équipe et sur les similitudes et ce qui m'a profondément touchée dans votre intervention tout à l'heure, c'est que le travail en équipe, ça ne va pas de soi. Et puis je pense qu'on s'est éloigné collectivement et individuellement aussi de ce qu'est vraiment un travail en équipe. Donc nous, on investit beaucoup, on est inspiré pour le projet, j'ai quand même pas dit l'essentiel,
On est très très inspiré d'un modèle qui vient des Pays-Bas pour avoir osé transformer le système en France, qui s'appelle Buurtzorg, qui veut dire soins de quartier, soins de proximité. Et il y a une petite vingtaine d'années, un infirmier, comme nous l'avons fait ici en France, a osé le pari de transformer le système pour un meilleur, individuellement et collectivement. Et ça inspire toujours beaucoup aujourd'hui. On est leur partenaire en France depuis de nombreuses années. Je reviens au travail en équipe. Aujourd'hui, il y a nécessité, j'aimais bien votre notion, Monsieur Pérenès, du dialogue des cultures. Et moi, j'ai envie de dire, inviter les professionnels de santé aujourd'hui, à qui on dit en formation initiale, vous allez travailler en équipe, vous allez travailler en équipe. J'ai eu une petite expérience aussi de formatrice en UFSI auprès des étudiants infirmiers. On leur dit qu'ils vont travailler en équipe, mais rien n'est prévu dans le programme de formation et à la faculté dans le programme de formation pour leur apprendre à travailler en équipe. Donc aujourd'hui, on a un enjeu à remettre au cœur des organisations aussi une nouvelle manière de travailler, probablement, et j'y crois profondément, inspirée des valeurs individuelles et collectives. Et d'ailleurs, on accompagne les professionnels à travailler sur une vision commune, sur des valeurs communes. On a un intérêt à dialoguer autour des cultures professionnelles qui sont aussi très très différentes, puisqu'aujourd'hui, peut-être pour certains d'entre vous, vous savez qu'on invite les professionnels de santé du domicile, entre autres, mais pas que, à travailler de plus en plus en équipe, autour des organisations comme les maisons de santé pluriprofessionnelles, les CPTS, sont les communautés territoriales de santé pluriprofessionnelles. On invite les professionnels à se réunir, à travailler en équipe, mais on ne leur apprend pas, on ne les accompagne pas à travailler en équipe. Nous, c'est ce qu'on fait. Dialogue des cultures professionnelles, dialogue aussi pour communiquer. Et moi, j'aime bien parler aussi au travers du projet Équilibre, finalement, dans ce qui nous anime profondément. Et ce qui est notre guide, c'est de parler de citoyenneté, de responsabilité et d'engagement. Puisque, voilà, aujourd'hui, dans ce que nous vivons collectivement, il me semble que la notion de responsabilité et d'engagement a été largement effritée, je dirais, c'est le mot qui me vient. Et que nous, on vit dans le projet au travers, finalement, de ce changement professionnel, la réinstauration, en tout cas, l'instauration de la réflexion autour de quelle est ma responsabilité dans ce que je fais auprès du patient, mais aussi auprès du système, puisque nous, notre volonté, c'était au départ d'aligner l'intérêt des parties prenantes, que sont celles des professionnels de santé, des patients et du système. Merci. Donc, cette notion de citoyenneté, d'engagement, de responsabilité, elle est fondamentale. Et nous, on a choisi de s'appuyer, et Stéphane en parlera tout à l'heure, sur le modèle associatif, parce que moi, je crois profondément que dans ce que nous vivons aujourd'hui et demain, le modèle associatif est un des modèles sur lequel on peut vraiment s'appuyer pour pouvoir créer ces bains, je dirais, d'accueil pour toutes les personnes qui souhaiteraient contribuer. C'est un modèle à la fois qui est exigeant, mais en même temps qui laisse de la souplesse. Nous, on vit avec le conseil d'administration, puisque inspiré de Buurtzorg, on a instauré auprès des infirmiers libéraux en équipe le modèle de l'auto-organisation en santé. Voilà, Jean-Robert. Je m'excuse de te couper, Christelle. On va laisser la parole à Pierre Giorgini, qui a lui aussi 10 minutes de parole, là, donc plutôt sur la question de l'appropriation des nouvelles technologies, risques et opportunités dans un monde en pleine métamorphose. Oui, merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous parler de la question des métamorphoses du monde et en particulier celles qui sont liées à la révolution technoscientifique. D'abord, un mot sur métamorphose, c'est un terme qui est beaucoup employé par beaucoup d'intellectuels, philosophes, économistes ou autres. Vous voyez bien que la métamorphose, c'est pas tout à fait ni une transition ni une révolution. C'est ce qui va relier la chenille et le papillon, c'est-à-dire c'est une transformation profonde de l'ensemble de ce qui fait sa réalité et même sa conception.
Donc nous sommes dans un contexte de métamorphose, et évidemment, si on voulait analyser de façon exhaustive les métamorphoses dans lesquelles nous sommes plongés, il nous faudrait évidemment plusieurs jours. Et donc, après la métamorphose, je vais dire, intercivilisationnelle, interculturelle, interreligieuse, on pourrait parler aussi de la métamorphose d'un nouveau rapport aux ressources, que ce soit les ressources pour le climat, la biodiversité ou d'autres enjeux. Moi, je me focaliserai sur 4 métamorphoses qu'il faut bien avoir en tête pour comprendre ce qui est en train de se passer avec les technosciences avant d'évoquer, mais je pense que les questions le permettront, les points de vue de que faire face à cette métamorphose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans mes nombreux ouvrages que j'ai pu écrire sur ces sujets, je dis souvent que nous n'entrons pas dans l'inconnu. Nous sommes relativement habitués à entrer dans l'inconnu depuis bien longtemps. L'inconnu, le futur, bien qu'on a toujours essayé de le maîtriser, de le prévoir, a toujours une part d'inconnu. Mais l'inconnu, nous sommes capables de le modéliser par la pensée. Hein. J'étais à la Réunion il n'y a pas très longtemps, je leur disais, si on vous annonce une tempête jamais connue, certes, vous aurez peut-être des grêlons de 3 kilos et des vents à 1000 km/h, mais vous savez ce qu'est le vent et ce qu'est la grêle. Par contre, nous entrons dans l'inconnaissable. Et l'inconnaissable, ça veut dire que nos modèles mentaux et nos modèles moraux, au sens de Bergson, eh bien, ne nous permettent pas de penser ce qui est en train d'advenir. Et c'est ça qui génère toute l'angoisse et tout le stress que nous connaissons aujourd'hui, c'est que nous sommes confrontés à des transformations tellement profondes que nos modèles mentaux et nos modèles moraux ne nous aident pas à penser ce qui est en train d'advenir. Je reviendrai sur ce point. Alors, les 4 métamorphoses dont je vais parler très rapidement, la première est d'ordre épistémologique, terme un peu compliqué, mais je vais m'expliquer. La deuxième d'ordre épistémique, la troisième, c'est un bouleversement de nos conceptions, et la quatrième, elle est d'ordre technoscientifique. Alors, épistémologique, elle est importante parce qu'elle nous vient du début et du milieu du XXe, où on va affirmer que la science est incomplète. Et ça, c'est une véritable révolution parce que ça va faire exploser le positivisme qui est encore très présent dans la pensée d'un certain nombre de scientifiques qui pensent que la science pourra tout résoudre, que ce n'est qu'une question de paramètres. Cette pensée date de Newton et Laplace, où on pensait que la physique avait fini son travail, puisque les lois qui régissaient l'interaction entre les masses allaient permettre de tout expliquer, et la science donc permettrait d'aller au bout de l'explication du monde dans sa vision microscopique et dans sa vision macroscopique. Ça a donné évidemment tout le positivisme, y compris historique avec Karl Marx, ou en psychologie avec Watson ou d'autres. Et donc ça, c'est en train d'exploser. Ça a commencé à exploser avec Heisenberg, principe d'incomplétude, et ça a bien sûr poursuivi son chemin. C'est fondamental, ce rapport à la science. La science est incomplète et un théorème n'est valable que dans l'espace axiomatique qui a permis de le définir. Ça, c'est une révolution, c'est Gödels, c'est vraiment une révolution épistémologique profonde. La science ne permet pas de tout expliquer, elle est incomplète. Deuxième métamorphose, elle est d'ordre épistémique au sens de Michel Foucault. C'est lui qui, dans 2 de ses livres, Des mots et des choses et Archéologie du savoir, a montré qu'il y a des phases rares dans l'histoire où nous changeons de régime de production de la vérité. Or, nous sommes aujourd'hui, et on le sent bien avec Internet, avec l'intelligence artificielle, que nous sommes dans un changement de régime de production de la vérité et de la connaissance. C'est donc une révolution épistémique profonde que nous devons prendre en compte. Et nous qui sommes, Cathy pour en parler, confrontés à nos étudiants, nous sommes tous les jours confrontés à cette nouvelle façon de produire de la vérité. Alors, est-ce que c'est de la vérité? Est-ce que c'est de la vraisemblance? Est-ce que c'est du vrai ou est-ce que c'est la vérité? Mon dernier livre, qui s'appelle Opinion contre les experts, tente de traiter cette différence entre le vrai et la vérité scientifique ou celle des experts, l'opinion contre les experts. Ça, c'est la deuxième mutation profonde. La troisième, c'est un bouleversement de nos conceptions. Qu'est-ce que la conception? La conception, c'est la manière de percevoir. En fait, le réel en soi, et on le sait depuis les Grecs, est inaccessible. Ce à quoi nous accédons, c'est une conception
du réel. Hein. On sait depuis Emmanuel Kant que c'est la pensée humaine qui, au fond, crée le réel tel que nous le concevons. Hein. Et donc, nos conceptions, qui est notre manière de percevoir, sont en train d'être bouleversées. Jusqu'à maintenant, depuis notamment le début de la révolution industrielle, les conceptions qui ont dominé, y compris en santé et en médecine, ce sont des conceptions que j'ai qualifiées d'exo-distributives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour concevoir un système, essayer de le comprendre et d'en piloter la performance, eh bien, le sujet intelligent va s'extraire du système et va tenter de conceptualiser les interactions, les relations, et en les conceptualisant, va tenter de les piloter par des procédures qu'il va distribuer dans le système. C'est comme ça qu'on a pensé le corps humain jusqu'à maintenant, des organes qui interagissent entre eux, et donc le sujet analysant, le spécialiste, le médecin, le scientifique, va essayer d'analyser ce comportement du corps de l'extérieur comme des composants, en quelque sorte, qui interagissent de façon passive, et il va essayer d'intervenir sur ces composants. On va soigner le foie, le pancréas, etc. Toutes ces conceptions exo-distributives que vous retrouvez dans l'énergie, on va centraliser la production d'énergie et on va la distribuer, que vous retrouvez dans des tas de domaines, tous les domaines scientifiques et même les domaines sociologiques. Hein. Le taylorisme, c'est bien une conception du travail qui est sortie des collectifs de travail pour déterminer un certain nombre de procédures de travail, notamment et avec, on va dire, des ouvriers ou des salariés à qui on demande d'appliquer les procédures et d'être passif. Hein. Ce fameux ouvrier de General Motors qui est parti en retraite à 104 ans, hein, c'est le record du monde, et qui dans son discours disait « Merci à General Motors d'avoir utilisé la force que j'avais dans les bras pendant plus de 70 ans, dommage qu'il n'a jamais pensé à utiliser mon intelligence. » Et donc vous voyez comment ces systèmes sont mis en place. Or, nous sommes en train de basculer dans des conceptions que je qualifie d'endo-contributives, qui ont été pas mal développées sur le plan philosophique par Bruno Latour, où au fond, on va commencer à penser les systèmes où chaque composant embarque son intelligence d'ajustement. C'est comme ça que fonctionneront peut-être les Google Cars, hein, les voitures sans chauffeur. C'est chaque composant qui embarque l'intelligence de fonctionnement. On est donc bien dans une logique endo, l'intelligence est interne au système, contributive, c'est le système qui va, par cette contribution mutuelle, créer l'intelligence, et on l'a vu dans l'exemple précédent, dans la santé. Voilà donc ces trois grandes révolutions, ce passage à l'endo-contributif qui va, et là la sociologie allemande récente nous apprend qu'en fait, il parle de société liquide, c'est-à-dire que nous sommes en train de passer d'une société du lieu à une société du lien, c'est-à-dire le lieu devient une densité de liens. Et c'est vrai aussi pour la connaissance. Si vous analysez, on va sortir bientôt un livre sur IA éducation au mois d'octobre, ce qu'on a analysé avec l'Université Columbia, c'est comment ces étudiants créent une intelligence de lien qui n'est plus une intelligence de lieu. C'est-à-dire qu'à un moment, une intelligence de lieu, c'est une intelligence qui va approfondir des concepts, qui va descendre dans la profondeur des concepts, qui va conduire à ce que des chercheurs très verticalisés vont en savoir de plus en plus sur un point de plus en plus précis, et donc à la fin savoir tout sur rien. Et donc, l'intelligence ou la production de la connaissance de lien est une véritable révolution, et on le voit, et ça va s'amplifier avec l'IA, on le voit aujourd'hui avec la façon dont les étudiants abordent le savoir, eh bien, ils créent des liens sans aller dans l'approfondissement des lieux du savoir, et ça va poser évidemment des questions redoutables sur le plan du développement, de l'intelligence, de l'effort, etc. On pourrait parler de ChatGPT. Mais c'est vrai aussi dans la socio-organisation. En fait, une intelligence de lien ou une société du lien, c'est finalement une forme de biomimétisme. Nous avons vu avec de grands auteurs comme Peter Senge ou d'autres, ou Alain de Vulpian, qu'en fait, nous sommes en train d'entrer dans des formes socio-organisationnelles, dans des conceptions qui nous rapprochent de la conception écologique. Il n'y a pas de système exo-distributif dans la nature. Il y en a quelques-uns, on en a repéré quelques-uns, mais la grande majorité des systèmes sont endo-contributifs, c'est-à-dire c'est
c'est chaque composant qui va interagir avec les autres et créer une performance qui peut être absolument étonnante, puisque du coup, de façon un peu anthropocentrée, on a montré que certains arbres peuvent communiquer avec d'autres arbres pour annoncer l'arrivée d'un certain nombre d'insectes ou de maladies. Et donc, on voit que ces systèmes bio, ces systèmes du vivant, sont des systèmes endocontributifs et on le découvre pour le corps humain. C'est tout le domaine de la santé qui est en train d'être bouleversé avec l'arrivée des neurosciences et la compréhension intime du fonctionnement du corps pour se rendre compte que nous sommes au cœur d'une interaction systémique complexe. On vient même de découvrir que les globules rouges communiquent entre eux. C'est con, si je peux dire, puisque ça va complexifier considérablement les métiers du soin dans le domaine des maladies sanguines. Mais c'est plus grave, enfin, c'est plus important encore que ça, puisque les intestins sont couverts de neurones, hein, presque plus que les 90 milliards qu'on a dans le cerveau, et tout ça produit des interactions extrêmement complexes. Nous sommes en train de découvrir un nouvel infini, on en connaissait 3, on vient de découvrir l'infinie complexité. Et donc, au milieu de tout ça, la révolution technoscientifique se développe de façon assez fulgurante. Pourquoi ? Parce qu'au cœur de cette révolution, vous avez évidemment l'information. La base de la science, c'est l'information. Et donc, à partir du moment où on envisage des vitesses de communication et de travail sur l'information absolument hallucinants, on n'est pas sûr que ça marche, mais si les ordinateurs quantiques un jour sont mis en place, on est à des puissances absolument inimaginables. La loi de Moore est multipliée par 10 puissance 16. Je ne sais pas si vous voyez, c'est des milliards de milliards de milliards. Ma mère m'aurait demandé que je lui convertisse ça en anciens francs, tellement c'est absolument inimaginable. Et donc, cette révolution technoscientifique, elle va interagir, parce que le cœur, qui est le traitement de l'information, va interagir avec toutes les sciences, les nanosciences, les neurosciences, les génosciences, etc. Et tout ça produit une systémique qui produit des bouleversements qui nous font rentrer dans quelque chose qui est presque impensable, qu'on appellera le transhumanisme, le post-humanisme, l'augmentation de l'humain et finalement la création d'êtres hybrides qui seraient à la fois faits de chair et de technologie et de techniques dites, mon ami Bernard Stiegler parlait souvent de endosomatique, c'est-à-dire on est passé de l'exosomatisation, hein, ceci c'est un prolongement du corps et du cerveau à l'extérieur de nous-mêmes, c'est une exosomatisation. Bernard parlait d'une endosomatisation qui était en cours de réalisation. Pour conclure, parce que je pense que Jean-Robert ne va pas tarder à m'arracher le micro, pour conclure, et pour être dans l'axe de ce qui est dit, évidemment, on peut se sentir perdu, car comment penser l'inconnaissable ? Comment, j'interviens beaucoup dans les entreprises, comment manager l'inconnaissable ? Les entreprises ont appris à manager l'inconnu, mais comment on manage l'inconnaissable ? Comment les sociétés, les cultures s'organisent pour maintenir la paix dans l'avènement de l'inconnaissable ? Hein, ça, c'est quand même une sacrée question. Et là, il y a une amie, hélas décédée, qui était un grand auteur, une grande dame, qui s'appelle Mireille Delmas-Marty, qui était professeure au Collège de France et qui a écrit pas mal d'ouvrages, dont un ouvrage que je considère fondamental sur la fin de sa vie, qui s'appelle « Aux quatre vents du monde ». Or, que nous dit Mireille dans cet ouvrage, et je trouve que c'est une des deux métaphores que je prendrai en conclusion, elle connaît très très bien le monde de la voile, enfin elle connaissait très très bien le monde de la voile, et elle disait au fond, en voilier, il y a des moments et des endroits où on va se retrouver au cœur des vents contraires. Et elle dit, c'est aujourd'hui exactement ce qui se passe. Nous sommes au cœur des vents contraires, au cœur des antagonismes. Hein. Possibilité d'augmenter l'humain, mais aussi de le détruire. Possibilité de faire vivre l'humain plus longtemps, mais aussi, au nom de l'hominisation, de le déshumaniser. Enfin, on pourrait prendre des tas d'exemples. Et elle nous dit, quand on est au milieu du poteau noir, alors on ne peut pas s'en sortir. La seule façon de s'en sortir, c'est la suivante. 1, avoir un cap. 2, jouer avec les vents contraires pour aller dans ce cap. Et je dirais, j'en ai souvent discuté avec elle, pour nous avoir un cap, eh bien, ce sont nos valeurs, ce sont les valeurs de l'Alliance. Et donc, avoir ce cap, on l'a vu y compris avec l'exemple des métiers de la santé, mais on pourrait le voir dans plein de domaines, eh bien, il va nous falloir à la fois garder ce cap en tête en permanence et
composer avec les vents contraires, ceux de l'IA, ceux des réseaux sociaux, ceux des technologies, ceux des technosciences. Et ce que nous disait Mireille, elle disait d'ailleurs que c'était suite, ça me faisait beaucoup d'honneur à un travail avec moi, c'est que le pire, c'est de passer en pilote automatique. Si vous passez en pilote automatique, évidemment, c'est le naufrage assuré. Et je pense que si on regarde notre société avec les réseaux sociaux et surtout avec l'IA, je rappelle que l'IA travaille sur les corrélations, ne travaille pas sur les causalités, eh bien l'IA est une façon de passer notre monde en pilotage automatique. Et donc, il faut absolument à tout prix pouvoir résister et lutter contre ça. Et je terminerai par une deuxième métaphore, car avec Thierry Magnin, dans notre livre, nous avons développé cette notion, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce qu'il faut refaire des petits badges jaunes, vous vous souvenez, pour ceux qui ont mon âge, il y en a peut-être qui l'ont porté, c'était marqué le nucléaire, non merci. Est-ce qu'il va falloir marquer l'IA, non merci, c'est-à-dire rentrer en résistance, d'ailleurs les milieux catholiques et chrétiens me posent souvent la question, devra-t-on rentrer en résistance? Non, on va devoir rentrer en usage lucide. Alors, je prends comme exemple les cathédrales. J'adore cet exemple. Mon épouse est passionnée de cathédrales, donc elle a fini par me convertir à cette passion de cathédrales, j'allais dire, du monde entier. Et ce qui est intéressant, c'est cette volonté, notamment au Moyen-Âge, dans toute cette partie de la construction des cathédrales, cette volonté de faire monter les cathédrales le plus haut possible vers le ciel, et avec la lumière au maximum, la lumière de Dieu rentrant dans les cathédrales. Et les architectes de l'époque ont inventé des techniques absolument révolutionnaires, mais on oublie qu'il y a quelques cathédrales qui se sont effondrées sur les ouvriers qui la construisaient. Ce qui pourrait se passer évidemment avec les GAFAM ou avec un certain nombre des nouvelles cathédrales technoscientifiques que nous sommes en train de construire. Et comment tout ça, ils s'en sont sortis? C'est en utilisant les techniques architecturales qui ont permis la construction des cathédrales, c'est-à-dire les techniques d'ogive, etc., eh bien de les utiliser pour réaliser ce qu'on appelle des contreforts, c'est-à-dire des contreforts qui viennent garantir que la cathédrale monte droit vers le ciel. Et donc, pour reprendre l'analogie de Bergson, dans son 4e chapitre d'un livre que je vous recommande, qui est très connu, qui s'appelle « Les deux sources de la morale et de la religion », eh bien, dans ce 4e chapitre, pour reprendre son image, eh bien, nous devons tenter d'utiliser les technologies elles-mêmes pour monter des contreforts éthiques et pour garantir que la cathédrale de la science continuera à s'élever droit vers le ciel. Et je vous remercie. Merci pour ce... Donc on a essayé de faire un panorama de ces transformations, tant au niveau macro qu'au niveau micro sur un métier. Donc on va essayer là de construire un peu un dialogue sur ces questions. Ça fait une habile transition sur les questions nouvelles technologies autour de l'éthique. Donc Père, comment vous voyez là cette confrontation entre... Comment l'éthique peut être un repère face aux nouvelles technologies qui commencent à nous envahir? C'est une question complexe, c'est très complexe. Je ne suis pas d'abord un spécialiste de l'éthique, donc je m'aventure sur un terrain, voilà. Mais l'observation quand même souligne que d'abord il y a un désarroi. Il y a un désarroi dans les populations. La rencontre des cultures provoque le désarroi, la rencontre des religions encore davantage. Les changements technologiques qu'on vient d'évoquer également un désarroi. Et donc le désarroi, très souvent, conduit à une crispation, un raidissement. On s'enferme dans une sorte de précaré, un domaine qu'on maîtrise et on refuse de voir l'autre, la complexité, etc. Et j'ai bien aimé la conclusion que vous avez eue tout de suite, là, parce que je crois en effet qu'il faut arriver à bâtir des contreforts, mais il faut sûrement les bâtir.
ne pas subir ce poids de l'inconnaissable, de la nouveauté, de ce qui perturbe, hein, et essayer au contraire de bâtir ensemble, hein, des contreforts en utilisant, moi qui navigue, j'ai aussi beaucoup aimé l'image d'utiliser les vents contraires, n'est-ce pas? C'est, je crois, en effet. Alors la question aujourd'hui, c'est est-ce que les valeurs, on voit ça dans le monde chrétien en particulier, vous êtes une organisation chrétienne, donc dans le monde chrétien, il y a un vrai risque aujourd'hui que le recours aux valeurs devienne justement une sorte de raidissement identitaire, hein, et rende incapable un dialogue un peu détendu et constructif, avec cette idée que peut-être que de l'autre, je peux aussi apprendre quelque chose, il peut aussi m'aider à cheminer, si vous voulez. Donc je trouve que sur cette question de l'éthique, je pense aujourd'hui, face à la crispation, qui est un risque, je pense que l'écoute, la bienveillance, j'aime beaucoup ce mot de bienveillance, vouloir du bien, hein, vouloir du bien. J'ai beaucoup travaillé avec Timothy Radcliffe, qui est un auteur bien connu. On a été ensemble pendant des années, responsable pour notre ordre. Et quand on faisait des visites, quelquefois on trouvait des situations compliquées. Et d'abord, sa première phrase, c'était dire « je l'aime bien ». Je l'aime bien. Hein. S'il n'y a pas d'abord une espèce d'empathie comme ça. Donc je pense vraiment que face à la crispation, face à une peur qui peut être réelle, là, il y a des vrais tsunamis qui peuvent nous tomber dessus, qui sont en train de nous tomber dessus. Je pense que, voilà, l'écoute, voilà. Non, votre conclusion me va très bien. Les vents contraires, les contreforts, et le faire ensemble. Pierre Giorgini. Oui, je fais souvent référence aussi à un père de l'Église, hein, Basile de Césarée, à qui on posait la question, et je dois reconnaître qu'en tant que chrétien, je me la pose souvent, surtout quand je suis confronté aux véritables révolutions de ce qui est en train de se préparer sur la transformation du corps humain, d'un corps hybride, technique et nature. Qu'est-ce que Dieu a voulu? Bon sang, quel était son dessein? Et déjà à l'époque, nous sommes donc au IVe siècle, 5e siècle, les chrétiens, alors qu'on était encore loin des techniques génétiques, de la génomique, posent la question à Basile de Césarée en disant « Mais pourquoi Dieu, j'allais presque dire nom de Dieu, avec tout le respect, pourquoi Dieu nous a laissé entrer dans l'atelier de la création divine, l'antétechnos ?» Pourquoi? Et on peut se le demander quand on est à la veille de création de post-humains. Hein, on pourrait se dire, d'ailleurs, la Bible ne nous dit pas grand-chose. Hein, là, elle nous a laissé plutôt à poil sur le sujet en juste écrivant Imago Dei. Ben, qu'est-ce que c'est que l'Imago Dei? Est-ce que Dieu est un vieux monsieur barbu avec une longue robe blanche? L'Imago Dei, on peut l'interpréter de tas de façons. Et il n'y a pas grand-chose de dit dans les textes originaux. Et Basile de Césarée a cette réponse absolument incroyable. Oui, Dieu a pris le risque de nous mettre au large, c'est-à-dire de nous laisser entrer dans l'atelier de la création divine, et on est complètement dedans aujourd'hui. Mais parce qu'il faut que cette entrée dans l'atelier de la création divine se fasse dans le cadre de l'alliance. Et ça, je trouve que ça répond assez bien à cette question. Souvent, on me dit, oui, je me souviendrai toujours, une fois, je ne le citerai pas, mais quelqu'un d'important de l'Église avait écouté ma conférence, m'avait dit, bon, de toute façon, c'est quand même pas très compliqué. L'homme n'a pas le droit de toucher à sa propre nature. Et je lui dis, vous vous êtes rasé ce matin? Il me dit, oui, alors vous avez touché à votre nature. Donc, l'état de nature est pour moi une bêtise sans nom. Par contre, évidemment, il y a des réalités universelles liées à notre processus d'humanisation, et cette question de l'alliance va être au cœur des questions, et ça a été de Platon avec le dialogue Protagoras jusqu'à Bergson. On a toujours dénoncé les dangers du rapport à la puissance et à la maîtrise que représente le savoir technique. Hein. Et donc, ce savoir technique qui explose va nous demander, comme le dit Bergson, une capacité potentielle morale à la hauteur de notre capacité potentielle technologique. Et là, je pense qu'il y a vraiment du boulot. Merci. Christelle, vous qui intervenez auprès directement de personnes malades avec une technicité et un savoir, comment se fait cette prise en compte de l'autre, y compris de
ces cultures et de ces croyances quand vous intervenez ou quand vos équipes interviennent sur le soin, quand on parle du corps de l'autre. Il y a des questions éthiques là au moment de l'intervention des infirmières avec des malades ayant d'autres croyances, d'autres religions et qui vous êtes confrontés là pour accéder au corps du malade. Comment on dialogue? Comment on apprend là-dessus? Alors, comment on dialogue? Alors, moi, je précise que je ne suis plus infirmière sur le terrain, mais j'ai quand même mon expérience et puis je suis toujours très en phase avec les infirmiers sur le terrain qui sont dans le projet. Évidemment que la question de l'éthique est présente, je dirais, à chaque instant, liée aussi à la déontologie du métier, et c'est là toute la difficulté. Moi, je rejoins en fait ce que je viens d'entendre sur l'écoute. Alors, l'écoute qui se vit au niveau de l'équipe, soit l'écoute aussi que nous, on a pu mettre à disposition des tout premiers infirmiers qu'on a rencontrés pour leur présenter, je dirais, l'idée un peu folle qu'on a eue de transformer le système et qui ont d'ailleurs décidé de tenter l'aventure et de nous rejoindre, qui, au travers de l'écoute, c'est exactement la même chose pour les patients. Je pense que l'écoute, c'est vraiment une valeur fondamentale. L'écoute pour des tas de raisons, si on prend et vraiment de base une consultation, chacun ici est allé voir son médecin, les médecins et chaque professionnel fait aussi ce qu'il peut avec les moyens qu'il a. Mais si on prend simplement la consultation avec un médecin, souvent le patient va commencer à s'exprimer sur la raison pour laquelle il vient voir son médecin. Et puis, très vite, le médecin va presque couper la parole, je dirais, en disant « Oui, ok, très bien, je sais ce que vous avez, je vais vous donner ce qu'il faut. » Si on laissait aller le patient au bout, finalement, en l'écoutant, je pense qu'on aurait vraiment, le médecin aurait vraiment presque 90% du diagnostic qui est fait. Et finalement, au travers de cette écoute, qui n'est peut-être pas optimisée comme elle le pourrait, ou proposée au patient comme elle devrait l'être, j'ose dire ça, eh bien, le patient va revenir, parce que finalement, le traitement n'est pas le bon, il va revenir une fois, deux fois, trois fois, et là, on n'est pas dans ma vision du soin durable et de l'économie du système de santé. Donc, il y a l'écoute, je dirais, il y a l'éthique, parce qu'effectivement, quand on soigne des patients, alors ça, on essaye d'accompagner les étudiants et les futurs professionnels aussi à cette approche, parce qu'il y a la question du corps humain, il y a la question du toucher, enfin, tous les sens, hein, évidemment. Il y a la question aussi de la culture de l'autre, et là, on vient heurter des êtres humains entre eux. Vous m'entendez encore? Parce que je vois qu'il y a un Oui, oui. Oui, ça va? Ok. On vient se heurter personnellement, je dirais, à jusqu'où moi je suis censée aller pour apporter ce qui est de l'ordre de ma mission de soignant, pour finalement aller au bout de ce pourquoi je suis là auprès du patient, et en même temps dans un respect le plus profond possible de l'autre. Et là, évidemment, c'est une question qui n'est pas simple à régler. Alors l'écoute, l'échange, la bienveillance, je rejoins aussi cette valeur qui est fondamentale. Moi, je rajouterais aussi, c'est quelque chose qui m'anime et qui nous anime beaucoup dans les projets qu'on porte chez Soignants Humains et qui nous est largement inspiré de Buurtzorg pour le coup, parce qu'ils ont une belle expérience sur le sujet. Bienveillance n'est pas dénuée d'exigence. Et on voit que c'est un challenge à tous les niveaux, que ce soit en équipe, que ce soit avec les patients, sur l'éthique, la déontologie, la relation à l'autre. Bienveillance, mais aussi comment j'arrive à accorder finalement ce niveau de bienveillance avec l'exigence. Parce que s'il n'y a que de la bienveillance, je pense qu'on n'est pas dans le bon, on n'est pas dans le vrai, il va y avoir un déséquilibre à un moment donné. Et je pense que l'exigence, elle est importante aussi à tous les niveaux dans ce qu'on vit aujourd'hui. D'ailleurs, je vous donne un exemple, on n'est pas là en France, mais peut-être qu'on pourrait imaginer à l'avenir que ça puisse être réfléchi dans une certaine mesure. Aux Pays-Bas, un infirmier d'une équipe Buurtzorg, lorsqu'il arrive chez un patient pour la première fois, il y a d'abord ce temps, aux Pays-Bas, ils disent toujours coffee first. C'est-à-dire que ce n'est pas boire un café pour boire un café, c'est-à-dire que je vais prendre un temps d'écoute du patient pour essayer de comprendre vraiment son vrai besoin en santé, essayer du coup de lui dire, moi voilà, si c'est ça que vous attendez de moi, ça je peux faire. Si ça, ce n'est pas ma responsabilité, je vais vous orienter vers les bonnes personnes. Et aussi, vous, en tant que patient, qu'est-ce que vous pouvez faire dans tout ça, rendre acteur
Alors, acteur, c'est un mot qui est très en vogue, mais c'est vraiment mettre au cœur du soin le patient, lui redonner sa responsabilité et son pouvoir d'agir sur le patient, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'autodétermination. Et aux Pays-Bas, finalement, Coffee First, ils prennent ce temps et il y a un contrat qui est signé avec chaque patient qui détermine les règles du jeu, entre guillemets, si je peux me permettre cette expression, avant de commencer quelle prise en soin que ce soit. Quand arrivent les nouvelles technologies de l'IA, de la robotique dans nos métiers, ça peut être une métamorphose importante de ces métiers, voire même une destruction de l'emploi, voire des savoir-faire. Est-ce que ça peut être aussi un lieu d'apprentissage? Comment vous voyez ça, Pierre Giorgini? Bah, c'est un peu la question des vents contraires. Par exemple, aujourd'hui, l'IA et la réalité virtuelle permet de former par centaines en Inde des médecins capables d'opérer de la cataracte, qui est un véritable drame national en Inde. Hein. Les gens deviennent aveugles et c'est dans des proportions considérables. Or, c'est impossible techniquement d'aller les former là-bas, et donc il y a un système en réalité virtuelle 3D qui leur permet d'opérer des cataractes sur des yeux virtuels avec des vrais gestes, hein, avec ce qu'on appelle des mains haptiques, hein, puisqu'aujourd'hui on est capable de réaliser des mains avec plus de 600 capteurs, donc qui reproduisent complètement le toucher et la perception du toucher. Et donc, ils peuvent opérer des centaines d'yeux artificiels, en quelque sorte, dans des réalités virtuelles, avant, une fois d'avoir une certification et de pouvoir opérer un certain nombre de personnes. Donc ça, je dirais, voilà un exemple de plus de positif. Et je peux en citer évidemment un certain nombre dans la formation des métiers professionnels, etc. Mais évidemment, nous sommes dans les vents contraires, car ces mêmes technologies de réalité virtuelle, avec notamment le métavers qui, Dieu merci pour l'instant, traverse un hiver rude, mais le métavers qui est le plongeon dans des univers virtuels absolument immersifs, hein, qui pose de vraies questions. Hein. Dans l'étude avec Columbia, on a montré que des jeunes, finalement, se plongent dans ce monde virtuel que l'on peut réenchanter. Et le problème, c'est que le désenchantement du monde physique et réel pourrait conduire à un refuge dans ces mondes virtuels dans lesquels on peut faire des croisières, acheter des terrains, construire des maisons. J'ai fait visiter à mon épouse dans un de nos labos à la Cato, où on est doté de toutes ces techniques, le musée de New York, qu'elle avait déjà visité physiquement. Elle est rentrée, a poussé la porte et puis s'est promenée dedans réellement. Elle s'est arrêtée devant certains tableaux, elle a obtenu toutes les explications sur le peintre, etc. Elle pouvait faire des zooms sur des parties du tableau. Bon, elle a vomi au bout de 5 minutes, mais ça, c'est assez connu, puisque avec la réalité virtuelle, il faut bouger le corps en même temps qu'on bouge dans le virtuel. Bon, voilà, donc à la fois une fascination. Hein, quand elle est sortie de là, elle souffrait de la maladie actuellement contemporaine, qui est pour moi une maladie encore plus grave que le Covid, hein, puisqu'on n'a pas de vaccin. C'est ce que j'appelle la technofascination. Donc, elle est sortie, elle avait pris le virus de la technofascination, qui est extrêmement dangereux. Et donc, vous voyez, on est bien au cœur de ces vents contraires. Et là, je redirai ce que je disais tout à l'heure, citer Mireille Delmas Marty. Il faut garder le cap de l'alliance, c'est ce dont on parle quand on parle de bienveillance. L'alliance, c'est assez simple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Là-dedans, vous avez tout. Vous avez la bienveillance, vous avez l'écoute, vous avez l'exigence. Hein, le Christ était exigeant. Hein, et donc, garder le cap et puis louvoyer avec les vents contraires, les cataractes que l'on soigne, et puis cette propension des jeunes à rentrer dans le métavers. Et dans l'inconnaissable, vous voyez bien ce bouleversement fondamental que nous allons vivre, c'est le rapport au temps et à l'espace. Hein. C'est-à-dire qu'on est en train de faire retourner des films à des acteurs morts. Une fois, ma petite fille regardait un concert de Claude François et je lui dis, ah, c'est incroyable, c'était l'idole de papy quand il était jeune. Et là, j'ai vu débarquer Patrick Bruel en me disant, mais c'est quoi cette histoire? En fait, c'était l'avatar de Claude François qui était indiscernable du réel et qui chantait en duo, qui était là présent physiquement avec Patrick Bruel. Donc cette espèce de cohabitation d'un passé
et d'un présent, voire d'un futur, nous bouleverse complètement nos rapports au temps et à l'espace, et ça rentre dans l'inconnaissable, comme cette mère japonaise à qui on a modélisé la petite fille pendant des années, la petite fille qui est décédée à 8 ans, et elle a pu rentrer en contact avec elle par le biais de cet avatar et pouvoir discuter avec elle en obtenant des réponses et des réactions qui étaient tout à fait celles de sa petite fille. Cette dame est traitée en hôpital psychiatrique, elle s'en est parmi, et c'est assez dramatique parce que vous imaginez le bouleversement du rapport évidemment à la mort, à l'identité corporelle, etc. Voilà, je prends que ces quelques exemples pour montrer ces fameux vents contraires dont parle Mireille. Mon père, voulez vous exprimer? Je crois que Oui, juste, je trouve que c'est intéressant, le côté pluridisciplinaire marche très bien ce matin, parce qu'on voit bien qu'ensemble, à partir de nos différents métiers, si j'ose dire, on arrive à construire un petit bout de réponse, hein. Et donc, je répondrai peut-être un peu mieux que tout à l'heure à votre question. Je trouve que les incertitudes auxquelles auxquelles nous sommes confrontés aujourd'hui par les changements scientifiques, technologiques, etc., nous invitent souvent à recourir à des valeurs, hein, mais ces valeurs doivent être un appui et non pas un refuge. Le refuge, c'est on s'enferme dans une citadelle et voilà, je sais, d'ailleurs, je n'en démordrai pas, etc. Non, un appui. Et un appui, là, on retrouve la thématique du contrefort des cathédrales, des vents contraires de la navigation, hein. Vous voyez, donc je trouve que c'est intéressant qu'on puisse ensemble préciser un peu nos pensées. Stéphane Nunet, je crois que vous vouliez intervenir aussi. Oui, alors bonjour, j'ai pas pris la parole, j'ai été très sage, vous avez vu depuis le début. J'ai pas monopolisé de temps, merci beaucoup. Un homme sage, hein, c'est rare. Alors, non, alors très rapidement, donc, alors, je suis ici au départ pour un appui technique au cas où la technologie ne fonctionne pas pour ma collègue. Donc la technologie fonctionne très bien, donc du coup je me dis qu'est-ce que je fais ici. Mais finalement, ce que j'entends me permet de rebondir parce que j'ai la chance d'avoir plusieurs casquettes et notamment donc je suis le collègue effectivement de Christelle chez Soignons Humains. J'en ai été le président de cette association jusqu'en 2020. Mais dans une autre casquette, je suis le président de la Maison des associations de Tourcoing et nous avons donc créé il y a quelques années avec différents collègues, et d'ailleurs dont un collègue que vous connaissez peut-être, qui était cette table ronde, je crois, il y a un an, Mathieu Assement, qui est un ami avec qui on travaille depuis des années sur la jeunesse notamment, et on est confronté aujourd'hui à cette avancée technologique et notamment à cette jeunesse qui reçoit, alors certains comme un cadeau, parce que oui, ça permet de plus faire ses devoirs de maths, ça permet de plus faire ses dissertations de français, et d'autres qui sont quand même inquiets parce que même s'ils sont jeunes, même s'ils utilisent ces nouvelles technologies, ils ont quand même cette inquiétude. Et nous, on les rencontre, on les a tous les jours avec nous. Alors, ce sont des jeunes qui ont entre 11, 12 ans jusqu'à 25 ans et qui s'interrogent et qui se rendre compte que aussi ces outils les isolent. Et contrairement à ce qu'on peut croire, parce que moi j'avais cette croyance aussi de me dire que finalement ces jeunes vont s'enfermer dans leur chambre avec leurs avatars, leurs IA, leur monde virtuel, et on va les perdre. Et en fin de compte, oui, certains, malheureusement, prennent ce chemin-là, mais beaucoup sont en demande aussi de sens et viennent vers nous en nous disant « mais moi, je ne veux pas de ça, en fait. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, c'est un outil qui doit m'aider à avancer et non pas, je ne dois pas le subir, cet outil. » Donc, on a, nous, un travail à faire aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'on doit être à l'écoute de ces jeunes qui sont justement en demande, surtout pas les laisser sur le bord de la route parce qu'on va les perdre. Et donc, on a cette demande qui est vraiment de plus en plus forte. Et d'ailleurs, on est en train de créer un nouveau projet qui est la maison de l'ESS parce que, comme vous l'avez compris, Soignons Humains est une association, mais de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on a besoin d'argent. Ça, c'est une évidence. Mais par contre, qu'est-ce qu'on va faire de cet argent derrière? Et donc, ces jeunes nous renvoient cette question sans cesse parce que eux ont besoin de sens aussi. Et moi, je suis effaré. Encore la semaine dernière, un jeune qui est en alternance dans un grand groupe de la métropole me disait, voilà, je termine mon alternance, ils veulent me garder, mais moi, je ne vais pas rester. Et je lui dis, c'était quand même un beau poste. Il me dit, oui, mais je ne suis pas d'accord, moi, avec les valeurs de cette entreprise, donc je ne vais pas rester. Là, je vais partir, je vais prendre 3, 4 mois, 5 mois, 6 mois peut-être, mais
je veux absolument mettre mon intelligence, on parlait tout à l'heure de que fait-on de cette intelligence, bah justement, eux veulent mettre cette intelligence au service de la société, du bien commun, et non pas spécialement pour aller faire grossir les lignes d'un capital. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci. Merci. On va prendre quelques questions dans la salle, peut-être 3 questions. Bernard, tu peux faire circuler le micro. Merci, bonjour à tous. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci aussi pour votre engagement et vos actions au service des patients. Moi, certains le savent, je suis engagée en politique et donc dans un milieu conflictuel et les vents contraires, je les vis, je les connais et aussi les valeurs. Les valeurs, c'est très très important comme cap, ça c'est vraiment quelque chose en quoi je me reconnais, en tout cas j'essaie de l'appliquer à mon action politique avec les gens toutes les équipes, hein, tous les militants qui œuvrent avec moi. Je voulais revenir sur cette histoire de vent contraire parce que voilà, ça m'occupe beaucoup en ce moment. La société est évidemment en mutation et prend des changements qui ne correspondent pas à ceux que j'aimerais voir advenir, en tout cas pas tous. Vous parlez d'écoute, de bienveillance, de partage et je pense que c'est évidemment la solution, particulièrement pour travailler auprès de publics fragiles. Hein, dans le métier d'infirmier, d'infirmière, c'est évidemment une solution qui me paraît tellement évidente qu'elle devrait être mise en œuvre bien plus largement. Par contre, en ce qui concerne mon action, puisque personnellement je suis engagée en politique plutôt dans l'opposition, vous le savez sans doute, comment est-ce qu'il est possible de travailler avec ces valeurs d'écoute, de bienveillance, de partage quand on est face à des projets totalement antagonistes, hein. J'essaie de maintenir le contact, voilà, je continue à faire de la politique, donc je continue à discuter avec les responsables politiques avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais je suis quand même confrontée à des difficultés face à des projets complètement contraires, aussi face à parfois des personnes qui ne sont pas ouvertes au partage, mais qui veulent au contraire tout garder pour elles, garder le pouvoir et garder l'argent. C'est principalement, de mon point de vue, hein, c'est pas ce qu'elle dirait, mais de mon point de vue, les valeurs qui sont en face de celles que moi je défends, donc à l'opposé. Donc la bienveillance, l'écoute, le partage, les valeurs, oui, bien sûr, je pense que ces valeurs font nos forces. Mais il nous faut aussi de la combativité face à cette bienveillance, de la clairvoyance aussi face à cette bienveillance, et je pense de la résistance pour que nos valeurs ne se retournent pas contre nous et ne soient pas mises à profit par nos opposants pour nous manipuler. Voilà, merci. Bonjour, moi j'avais une question pour Pierre Giorgini. En introduction, vous avez présenté comme quoi les organisations passées finalement avaient plus tant que ça de sens aujourd'hui. Et je pense que ça a bien démontré qu'on est sur quelque chose de totalement horizontal. Et du coup, comment collectivement, là, on est déjà nombreux, comment est-ce qu'on peut imaginer un monde tout horizontal? Parce que ça, je n'ai pas aperçu la réponse de ça. Alors, en tant qu'éducateur ou parents, grands-parents, enseignants et tout, faire face à ces bouleversements avec des générations qui n'ont pas du tout le même logiciel que nous, et souvent on se sent un peu perdu. Hein. Il y a des regroupements possibles entre les questions. Comment vivre dans un monde horizontal, comment peut-on faire concrètement avec les vents contraires, etc. Moi, j'ai envie de répondre, le réel, rien que le réel, toujours le réel. C'est-à-dire, je vais prendre un petit exemple, on a enfermé pendant 24 heures, dans le cadre d'une expérience, une trentaine de jeunes, vous savez, ils adorent ce qu'on appelle les nuits de l'innovation, pour penser l'Église de 2050. Et on avait pris comme définition de l'Église, qui n'est pas exhaustive, mais on disait finalement, considérons que c'est une fraternité qui se réunit pour prier. Donc c'est une fraternité qui se réunit pour prier. Donc on a une espèce de conception interreligieuse de l'Église. Et on avait donc des jeunes musulmans, des jeunes filles voilées, on avait des jeunes d'action chrétienne, protestants, catholiques, et on avait deux personnes
de religion juive et 3 ou 4 agnostiques ou athées, enfin. Et ils étaient dans ce travail. Et on leur demandait en 24 heures de concevoir pour eux l'Église dans le sens où on l'entendait, 2050. Et pour ce faire, ils pouvaient réaliser des vidéos, faire des maquettes, c'est la mode, avec des Legos, tout ce qu'on veut, construire des trucs en carton et tout. Ils étaient 6 groupes, ils ont travaillé 24 heures. Et les 6 groupes, sans qu'ils se concertent, puisque c'était un travail coélaboratif à 6, ont tous produit la même chose. Tous. Alors, qu'est-ce que c'était? Ce film a été présenté au Synode, d'ailleurs, avec quelques réactions extrêmement brutales à l'encontre de ceux qui l'avaient organisé, c'est-à-dire le père Cazin et moi-même, puisqu'on nous a accusés de syncrétisme. Ils avaient tous conçu la même chose, c'est-à-dire une espèce de haut champ, avec au cœur un immense espace qu'ils appelaient l'espace de l'amour et des solidarités, ça reprend, voilà, pour accueillir les SDF, les gens malades, les gens en précarité, les migrants, etc., etc. Ça, c'était le lieu central où tout le monde travaillait ensemble. Et puis, à l'extérieur, en périphérie, vous aviez une église catholique, un temple, une mosquée. Voilà, vous aviez un temple, une synagogue, mais vous aviez aussi le bouddhisme, enfin, etc. Et même un lieu qu'ils appelaient spirituel, hein, un espace spirituel. On a été véritablement marqué par ça, parce que les 6 groupes n'ayant pas travaillé ensemble ont produit la même chose. Et vous voyez, ce qui me frappe là-dedans, et pour votre question sur comment travailler sur les vents contraires, nous avons l'expérience avec Humanicité. Quand vous mettez les gens, alors pas tous, il y a quand même quelques exceptions, mais quand vous mettez les gens en situation réelle de confrontation à la pauvreté, à l'indignité, à un certain nombre d'éléments comme ceux-là, quelles que soient les religions, ils vont pouvoir commencer à travailler, et quels que soient les points de vue politiques, ils vont commencer à travailler ensemble sur du réel. Et c'est seulement à partir de là qu'on va pouvoir monter des communautés, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, qui soient plus des communautés de dialogue, mais confrontées à la réalité. Ça, c'est un concept que j'ai développé, qui s'appelle la prospective, et je pense que le monde politique aujourd'hui, je connais bien, alors vous êtes dans l'opposition, vous allez m'en vouloir, enfin j'étais aussi bien ami avec Michel Rocard, qui est un ami profond, qu'avec Xavier Bertrand, vous voyez, donc je mange à tous les râteliers, bien que je n'ai aucun enjeu. Et je dis souvent le problème du monde politique, alors peut-être pas vous, mais c'est qu'ils n'ont pas compris la différence entre la démocratie participative et la démocratie que j'appelle co-élaborative. Ce n'est pas la même chose de participer et de collaborer, ce n'est pas la même chose que de co-élaborer. Et quand vous mettez les gens en situation de co-élaborer face à des problématiques réelles, vous créez des dynamiques de partage et d'amorisation dont vous n'imaginez pas la puissance. Donc voilà, cette prospective qui consiste à se mettre en situation réelle et de co-élaborer des solutions très concrètes, et après on peut passer éventuellement à autre chose. Voilà, désolé d'avoir été un peu long. Puisque je veux partir, je vais vous laisser avec une petite histoire, mais qui illustre ça. J'ai vécu 15 ans au Caire, et quand j'avais des visiteurs, je les amenais à l'université d'El-Azhar, qui est un très très beau bâtiment, etc. Et j'étais avec un ami dominicain, nous étions blancs tous les deux, on visitait, tout ça, bla. Et en sortant sur le parvis, nous sommes abordés par 3 jeunes musulmans. Et je me suis dit en moi-même, oh là là, encore, ils vous ont demandé, est-ce que vous êtes musulman? Ah non, vous n'êtes pas musulman. Pourquoi vous n'êtes pas musulman? Ça, mes préjugés. Ce garçon, un des 3, me dit, en fait, non, je suis étudiant dans un département d'intérêt religieux et je cherche un ouvrage d'un théologien, Robinson. Moi, je tombe des nues. Je dis, oui, écoute-moi, ça tombe bien, je suis à la direction d'une bibliothèque où il y a 350 000 volumes, on aurait peut-être ce bouquin, viens donc me voir demain. Je lui donne mon téléphone. Il vient, il arrive à l'Institut, il voit, derrière là-bas, un dominicain, un couvent des pères dominicains. À dire non, là, je ne peux pas rentrer. Un couvent, je ne peux pas rentrer. Il faut savoir qu'en Égypte, à l'entrée des églises, il y a un policier qui vous retourne le poignet et qui voit si vous avez ou pas la croix copte. Donc un musulman n'entre pas. Donc il ne rentre pas. Mais il a quand même besoin du bouquin. Alors le lendemain, il dit à son collègue, il était étudiant à l'époque, il dit, écoute, je retourne, mais si à 20h je ne suis pas rentré, t'appelles la police.
Histoire vraie, hein. Il arrive, il entre cette fois-là. Et je lui dis, ah ben voilà, Amr, bienvenue, etc. Je lui dis, écoute, le bouquin n'est probablement pas là, il est dans le sous-sol. Ah non, sous-sol, je n'entre pas. Et finalement, voilà. Et nous sommes devenus des frères, les meilleurs amis du monde. C'était un imam, un fils d'imam. Et alors, au bout de quelques mois, il m'écrit une lettre très belle, me disant, écoute, j'ai l'impression que nous sommes un peu comme deux marins qui se sont rencontrés au cœur d'une mer, chacun venant d'une rive différente. J'estime que c'est une chance pour moi de t'avoir rencontré, bon, l'âge de son père, hein, parce que tu vas pouvoir beaucoup m'apprendre, etc. Mais les marins de mon bateau sont très inquiets parce qu'ils ont peur que tu sois un pirate qui va m'enlever, n'est-ce pas? Quoi qu'il arrive, sois sûr, cher frère, que je ne cesserai jamais de travailler à construire un pont. C'est magnifique. 2 ans après, je reçois la visite de Jean Vanier, qui me dit « Nous avons de plus en plus de musulmans à l'Arche, à la fois parmi les jeunes accueillis et les encadreurs. On est très embêtés parce que notre thématique est chrétienne, nos référents, nos textes sont chrétiens. Quand on met ensemble des textes chrétiens et des textes musulmans, les musulmans sont choqués qu'on utilise des textes qu'ils considèrent comme falsifiés. Est-ce que tu peux m'aider ?» Et je vais voir cet ami Amr. Et donc pendant 7 ans, nous avons travaillé avec des musulmans de l'Arche. On a fait des séminaires en Égypte, au Kerala, au Koweït, chez Jean, etc. Et c'est lui, avec Naila Tabara, qui est une théologienne musulmane bien connue, libanaise, qui ont construit ensemble une manière de dire l'esprit de l'Arche dans une problématique musulmane. Dans cette histoire, je trouve qu'il y a tout, parce qu'il y a le préjugé, il y avait les miens, il y avait les siens, il y a la peur de l'autre, et puis tout d'un coup, l'ouverture a permis une rencontre magnifique, et vraiment, pour moi, c'est un frère. Et j'ajouterais, jamais nous ne nous écrivons sans mettre à la fin, s'il te plaît, prie pour moi, n'oublie pas de prier pour moi. Parce que pour moi, la fraternité, quand elle devient spirituelle, elle est à son plus haut niveau. Merci. Moi, je dirais qu'il faut oser faire le pari de la confiance aussi. Alors bien sûr, madame, alors je ne vous vois pas et je ne sais pas qui vous êtes, mais je vous rejoins sur la notion de combativité, quoi qu'il en soit, puisqu'il ne faut pas croire que quand on porte un projet de transformation aussi profond du système de santé, c'est un long fleuve tranquille et c'est pas le monde des bisounours. Moi, je suis actuellement, avec mes collègues, confrontée justement à, je dirais, ce qui est probablement le plus compliqué, c'est la phase politique du projet. Donc, de la combativité, oui, il y en a. Moi, ce qui m'aide à tenir, c'est de toujours faire le pari de la confiance, parce que j'ai aussi des êtres humains en face de moi, qu'ils soient politiques, qu'ils soient au ministère, qu'ils soient à l'assurance maladie, et que j'ai une responsabilité à continuer à croire que ça peut marcher. Et c'est ce en quoi je crois. Et je contribue avec mes collègues, avec humilité, mais à essayer de créer les conditions de la confiance. Ça, c'est vraiment très central dans tout ce qui nous anime et les relations qu'on a avec les différentes parties prenantes. Et quand j'entends encore, comme il y a un mois, un de mes interlocuteurs au ministère ou à l'assurance maladie qui, avec fierté, j'ai vu des lumières dans ses yeux, me dit « Christelle, tu sais, j'essaye de mettre de l'humain dans mes réunions. » Ben moi, j'ai eu la chair de poule et je me suis dit, un cœur à la fois, c'est comme ça qu'on va y arriver. Nous, on est très inspirés des travaux d'Elinor Ostrom, prix Nobel de l'économie, qui a beaucoup travaillé sur les communautés de pêcheurs, les communautés professionnelles. Et en fait, nous, c'est une inspiration aussi pour nous parce qu'elle décrit notamment que, voilà, quand on essaye de créer les conditions de la coopération et du dialogue, eh bien, les êtres humains n'ont pas envie de détruire un système dans lequel ils se sentent entendus, qui répondent aux besoins de chacun, en protégeant la planète, les ressources. Donc, c'est un système vertueux. Et on voit d'ailleurs, nous, on a aussi un organisme de formation qui permet aujourd'hui de répondre aux demandes et aux besoins des structures médico-sociales, structures qui accompagnent des personnes en situation de handicap. On va mettre, et on en est très fiers, on l'avait rêvé dans notre vision à 10 ans, on n'y est pas, on va mettre un pied à l'hôpital. Ça veut dire que le domicile va inspirer aussi que ce qu'on fait à domicile, c'est possible de le faire n'importe où et partout. Voilà, moi j'ai envie de dire, le pari de la confiance, ne pas oublier aussi que tout ça, ça va prendre du temps. On s'est peut-être un peu égaré, on est parti un peu dans des voies pour la technologie, pour plein de choses, et je reviens sur l'IA, la technologie, bien sûr qu'elle est au cœur de nos préoccupations, et au-delà de nos préoccupations, elle est au cœur aussi du soin. Cette IA doit être utilisée intelligemment. Si je reprends le cas de la consultation du médecin, l'IA doit être utilisée pour permettre au médecin ou à n'importe quel autre
professionnels de santé de, je dirais, prendre le meilleur temps utile, humainement parlant, avec le patient. Par exemple, voilà, vous avez peut-être entendu parler, aujourd'hui, il y a des outils d'intelligence artificielle qui écoutent tout ce qui se passe lors d'une consultation, qu'elle soit infirmière ou médicale, et qui va retranscrire par l'ordinateur de manière fidèle tout ce qui s'est passé, qui permet d'abord que le professionnel de santé se concentre sur le patient, l'être humain, et ensuite va pouvoir relire le compte-rendu en se rendant compte que peut-être qu'il y a des choses qui n'ont pas été entendues, et du coup ça permet aussi de refixer ce qui s'est vraiment vécu pendant la consultation. Là, moi je me dis qu'on tient quelque chose d'intéressant. Si l'IA sert à ce que les professionnels de santé courent encore plus pour voir encore plus de patients, je me permets, sans jugement, mais je me dis que là, on se trompe. Voilà, donc je me dis, pari de la confiance, créer les conditions. Oui, il y a de la compatibilité, mais ça vaut le coup. Et ce qui permet de tenir dans ces moments-là, c'est qu'il faut rester aligné avec qui je suis, c'est ça qui compte, parce que la compatibilité et l'alignement, c'est peut-être aussi, et c'est ce que je m'apprête peut-être à faire, sur ce qui ne pourrait pas coller de la sortie dans le droit commun, ça peut être aussi dire non, quand on n'est pas d'accord avec ce qui est fait en face. Voilà. Merci Christelle encore pour ton intervention. On va laisser le dernier mot à la puissance invitante, Pierre Giorgini, pour conclure cette table ronde avant de laisser la parole au fil rouge. Oui, on m'a demandé d'être dans une posture optimiste. Je le suis. Je suis sur un optimisme méthodique, comme disait Alain de Vulpian. De toute façon, un président d'université qui serait pessimiste, on pourrait se poser des questions, croire en la jeunesse, croire aux jeunes. Sur un mot simplement optimiste, je voudrais dire d'où vient mon optimisme face à toutes ces métamorphoses et à tous ces dangers qui nous guettent. Elle vient d'une observation finalement assez simple, c'est que qu'est-ce que le vivant? Puisque Christelle a parlé de la vie, mais qu'est-ce que le vivant? Le vivant, c'est un immense bricolage qui date des bactéries et c'est un combat permanent entre la vulnérabilité, qui n'est pas la fragilité, et la robustesse. C'est ça l'histoire du vivant. C'est les bactéries qui mouraient de leur propre métabolisme et qui ont appris, ça c'est un terme anthropocentré, mais qui en tous les cas ont développé la mitose, qui les a permis de se séparer, ils ont dilué leur métabolisme et ils vivaient plus longtemps. Et ça n'a cessé de permettre le développement jusqu'à l'être humain, qui est un monstre de complexité. Donc nous sommes à tous les niveaux un bricolage entre la vulnérabilité, qui n'est pas la fragilité. Quand vous avez la grippe, vous êtes fragile, mais là, vous êtes vulnérable à la grippe, et la robustesse. C'est ça l'histoire du vivant. C'est là d'ailleurs où les transhumanistes et les posthumanismes se gourrent profondément, parce qu'ils veulent vaincre la mort, c'est-à-dire supprimer la vulnérabilité. Mais si vous supprimez la vulnérabilité, vous supprimez la robustesse. C'est le problème que nous avons avec l'immunité, la question des antibiotiques, etc. L'immunité est le plus bel exemple de combat entre la vulnérabilité et la robustesse. Le plus grand génocide de l'histoire, c'est lorsqu'on a envahi l'Amérique du Sud, on a tué des dizaines de milliers avec le virus du cheval, auquel nous étions évidemment résistants, et pas eux, ils en sont quasiment à 80% tous morts. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, nous avons l'impression que nous passons dans une phase d'extrême vulnérabilité. Mais si on regarde un peu, eh bien, ces structures du vivant, comme j'expliquais tout à l'heure, qui sont en train de se diffuser dans la société, ce que vous appelez une société horizontale, c'est les structures du vivant. Le vivant est horizontal par définition, c'est une interaction complexe entre des composants, et donc nous sommes en train de rentrer dans une structure qui s'approche de celle du vivant, et je pense que les forces de robustesse dont tu parlais tout à l'heure sur ces jeunes qui veulent passer à autre chose, sont en train de se développer. Et donc, face à l'entropie chère à Stigler, qui est incroyablement forte en ce moment, sur lesquelles on peut s'angoisser, eh bien, il y a les forces du vivant qui sont en train de réagir et qui sont en train de développer des formes de robustesse qui sont encore dans les signaux faibles, mais qui, je crois, demain, nous permettront probablement d'élaborer ces contreforts. Voilà cette note d'optimisme. Vive les structures du vivant et le biomimétisme. Voilà, et merci.